Bon, c'est confirmé. La chef a dit oui. Du coup, pour commencer, un petit mot pour remercier nos sponsors. Sans eux, on ne serait pas là. Et un gros merci aussi aux organisateurs. Je partage pas. Pardon? Je ne suis pas à partager l'écran? Hop, on va y retourner alors. J'ai partagé. Ah, perdu. Il a déconnecté. J'ai déconnecté l'écran. Hop là, celui-là. Partager. Et puis, on doit être bon. Hop là. Voilà. Normalement, maintenant, on devait avoir l'écran partagé à distance. Donc voilà, un grand merci aux sponsors, sans eux, on ne serait pas là. Un grand merci aux organisateurs, nos mamans. Et puis voilà, on va débuter. Donc je me présente, je m'appelle Didier Abel, je suis développeur full stack Java Angular et Scrum Master dans la société Ardis. Donc sur le Rex que je vais vous présenter, j'ai été Scrum Master d'une des équipes de réalisation. Je m'appelle Guillaume Marie, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans l'informatique. Je travaille actuellement pour Ardis également en tant qu'expert Java. Et on va vous présenter donc ce Rex autour d'une mission qu'on a fait avec Didier il y a un peu plus de 6 mois, qui s'est terminée il y a un peu plus de 6 mois, dont je vais vous présenter le contexte. Donc l'idée, c'était de réécrire une plateforme qui avait 20 ans d'existence, écrite par un éditeur suisse pour des clients suisses, des clients qui géraient les assurances de personnes, pas les assurances de biens, voitures et maisons, assurance chômage, invalidité, pardon. Et donc la mission, le projet avait été estimé pour une durée de 4 ans, avec une grosse équipe telle qu'on va la voir maintenant. Donc côté client, il y avait en fait 4 clients, 4 décideurs de cette réécriture, épaulés par un PO et un BA et un project leader. Du côté éditeur, il y avait également un project leader et l'équipe de réalisation a été découpée en 2 équipes. L'éditeur se sentant pas forcément apte à réaliser tout le logiciel, il a décidé de faire appel à un prestataire, Ardis en l'occurrence. Donc la taille des équipes était assez conséquente. Il était constitué comme on aime les avoir en agilité, avec un PO, un testeur, un BA, pardon, des testeurs, de l'opérationnel, des développeurs, un lead tech et en l'occurrence des architectes dans chacune des équipes, un architecte dans chaque équipe. La volonté dès le départ, c'était d'avoir une mixité pour éviter l'effet entre guillemets de pays. Donc chaque équipe était à la fois française et suisse. Donc dès le départ, il y avait cette volonté d'avoir des échanges entre les équipes suisses et les équipes françaises et d'avoir une collaboration forte. Du coup, le premier challenge dans les projets de cette envergure, c'est de créer un collectif qui fonctionne, qui marche. Donc, nous, ça s'est présenté de quelle manière? Ça s'est présenté en fait quand il y a eu une période de 3 mois où on a eu une émission totale. Donc, les équipes Ardis sont allées travailler chez l'éditeur logiciel pendant 3 mois. Je n'étais pas encore staffé sur le projet à ce moment-là et j'ai pu avoir des échos au moment où je suis arrivé. Donc pendant ces 3 mois, l'avantage c'est d'avoir tout le monde sur place, de couper la distance, de créer vraiment une relation saine de collaboration avec toutes les parties prenantes du projet et de créer justement une dynamique de groupe assez forte. L'avantage, on pouvait faire tous les ateliers de démarrage de projet en présentiel, apprendre à se connaître, etc. Et aussi avoir des moments un peu plus informels où on crée de la cohésion d'équipe. Je suis arrivé du coup sur le projet après cette période-là, sur une autre période où on a commencé justement à rééquilibrer les équipes. Les équipes de ma société étaient de retour dans les locaux de ma société. Et j'ai pu tout de suite voir que cet investissement au début avait porté ses fruits. Les équipes vivaient bien, se connaissaient bien, alors que ça faisait que 3 mois qu'ils se connaissaient. Mais il y avait une bonne cohésion, une bonne collaboration et une ambiance quotidienne très, très bonne. Du coup, moi, ça m'a permis de rentrer très, très, très facilement dans cet écosystème-là, car ça glissait, quoi. En plus de ça, du coup, pour améliorer l'intégration des nouveaux, c'est quelque chose qui a vraiment bien œuvré pour ça.
on avait mis en place du pair programming vraiment quotidien. Donc, l'idée, c'était de se dire que les personnes qui avaient des connaissances métiers, étant donné que la société qui nous avait mandaté avait développé l'ancien produit, ils connaissaient les problématiques métiers et ce qu'il fallait adresser. Et nous, le côté Ardis, on pouvait apporter notre expertise technique sur les nouvelles technologies. Donc, le fait de faire ces pair programming quotidiens, chacun s'apportait l'un à l'autre et ça nous permettait de monter en compétences à la fois techniques et fonctionnelles à vitesse grand V. Il y avait du coup dans cette deuxième phase, on continuait aussi des voyages réguliers en Suisse. L'idée, c'était de se dire qu'à intervalles réguliers, il y avait un ensemble de personnes qui montaient une semaine en Suisse pour aller voir les personnes, couper un peu la distance et vraiment continuer d'entretenir cette ambiance au quotidien. L'avantage aussi qu'il y avait dès le début, chose qu'on a commencé à appréhender avec le Covid, mais enfin, nous dans les sociétés, mais nous qui avions la problématique bien avant d'être en environnement distribué, une très bonne pratique qui permettait justement d'éviter d'avoir de la distance, c'est que dès qu'on avait quelque chose à partager avec une ressource qui était de l'autre côté en Suisse, par exemple, c'était tout de suite, on fait un appel Teams, on met la vidéo, et en fait, c'est comme si la personne était à côté de soi ou au travail. C'est comme si on levait la tête, on posait la question, on discutait ensemble, et ça, c'est vraiment très efficace pour couper la distance. J'ai pu voir dans d'autres missions récemment où justement on n'avait pas la caméra et ça tout de suite ça met un froid. Enfin, moi, j'étais habitué à ça, ça m'a un peu déstabilisé. Mais le fait de l'avoir, c'était vraiment très très propre. Et du coup, à la fin de cette période un peu d'initialisation de ce projet, je me sentais assez à l'aise pour pouvoir devenir le Scrum Master d'une des équipes de réalisation. J'étais parfaitement intégré dans cet écosystème, alors que ça faisait que 3 mois que j'étais sur la mission, et la mission, ça faisait que 6 mois qu'elle existait. On avait une cohésion tellement forte que ça se passait très très bien. C'est aussi à ce moment-là, après ces 6 premiers mois, que Guillaume est arrivé. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'amélioration continue apportée par l'agilité va vraiment porter ses fruits. On va avoir un peu tous les parties prenantes du projet qui vont apporter leur pierre à l'édifice. Donc par exemple, les testeurs vont demander à mettre en place une méthode de Behavior Driven Development pour essayer de mieux montrer ce qui est testé par les tests aux utilisateurs, parce que les couvertures de tests qu'on peut faire classiquement dans un projet informatique est assez froide, statique, et ne montre pas forcément les fonctionnalités qui sont véritablement testées. Donc on va mettre ça en place avec eux, et les clients auront un rapport à chaque release des fonctionnalités qui sont vraiment testées. Du côté des PO, on a constaté que les sprints démarraient entre guillemets un peu en retard, c'est-à-dire qu'on avait toujours 1 ou 2 jours de blanc à chaque début de sprint où il fallait revoir les US parce qu'on avait des questions un peu fonctionnelles, voire des questions techniques qu'on n'avait pas réussi à élucider avant. Donc, on va un peu devancer cette façon de faire à la demande des PO, des POP. On va prendre du temps sur le sprint d'avant, quelques heures, pour évacuer les questions, qu'on puisse les creuser en amont et que le sprint puisse vraiment démarrer en temps et en heure. Du côté des Scrum Masters, le pilotage de projet avait au début souhaité qu'on fasse une double estimation en heures et en points, ce qui est la partie heure n'est pas très agile, ne serait-ce que pour être sûr qu'ils gardaient un peu le cap. Parce que comme c'était un projet en agilité, c'était la première fois qu'ils en faisaient un, ils voulaient vérifier qu'on restait aligné. Et on s'est aperçu qu'en fait, cette double estimation était tout le temps cohérente, donc il n'y avait pas forcément besoin d'avoir cette double estimation. Une simple règle de 3 suffisait à faire cette estimation en heure. Du côté des devs, comme dans chaque projet informatique, il y a toujours une petite stack technique, une dette technique qui commence à s'accumuler au fil des sprints. Donc, on a demandé à avoir un peu de temps pour évacuer les petites choses qu'on avait laissées au sprint de d'avant. Et on nous a octroyé à hauteur de 25% du temps du sprint une bande passante pour la partie technique. Et du côté pilotage à haut niveau, donc de la même façon, ils souhaitaient donner plus de visibilité et plus d'action aux clients finaux. Donc, ils ont mis en place un Product Increment Planning, histoire que les devs aussi rencontrent les clients, parce que là, vous avez vu, les équipes, c'était un peu grosses. Donc, on n'avait pas forcément le client en face de nous et les utilisateurs pour échanger de dev à utilisateur.
Et donc là, on avait une grande journée qui nous permettait d'échanger directement avec eux et de savoir pour qui on développait le logiciel, ce qui était une journée vraiment, vraiment enrichissante. Et du coup, tout ça va nous permettre de nous focaliser sur la partie fonctionnelle avec une maturité du projet. Oui, oui, du coup, avec ces premières phases de montée en puissance qui ont été validées, on a pu justement commencer à attaquer le travail de fond. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais au début du développement, étant donné que c'était un gros produit et beaucoup de charges de travail, les deux équipes étaient sur la même partie du produit, sur le développement au début. Donc, c'était nécessaire pour pouvoir mettre en place les bases techniques et fonctionnelles solides. Et du coup, au début de cette deuxième année, on a pu séparer les deux équipes en deux domaines fonctionnels différents. Ça nous permettait de faire grandir le fonctionnel de l'application et d'éviter de se marcher dessus. Justement, le fait d'ajouter du fonctionnel métier et de voir qu'on commence à bien grandir, ça faisait des reviews de plus en plus complexes à démontrer, pour le client, à démontrer au client. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de contenu. Ça, c'est vraiment très appréciable. Et du coup, ça nécessitait pas mal d'organisation. Et du coup, pour pallier à ça, pour laisser un petit peu les testeurs et les PO qui prenaient en main cette démo au client, eh bien, on a mis en place ce qu'on appelle un feature freeze. Donc, c'est comme du code freeze, à part que c'est vraiment côté fonctionnel. L'idée, c'était de se dire que le dernier jour du sprint, on ne livre sur les environnements de démo plus de nouveaux fonctionnels. Ce qu'on fait, c'est qu'on laisse libre cet environnement-là stable pour que les PO et les testeurs puissent préparer leurs démos et aussi nous remonter des petits bugs fixes qu'on pourrait pousser uniquement pour le bienfait de la démo. Ça ne veut pas dire qu'on a arrêté de développer. En parallèle, le fonctionnel qui était potentiellement en retard aurait pu être livré au début du sprint suivant. Ça permet vraiment d'avoir un environnement très stable et de préparer sereinement cette démo. Malheureusement, en parallèle, on a pu voir tout à l'heure que les équipes étaient assez grosses et qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient assignées à la transformation du besoin utilisateur en fonctionnel. Et plus il y a de monde, forcément, plus il y a d'interactions et potentiellement des avis qui divergent. C'est jamais posé la question de remettre en cause ce staffing-là au niveau du besoin parce qu'il était réel et nécessaire. Par contre, du coup, malheureusement, en termes de coordination des personnes, on a commencé à identifier que certains désaccords, on va dire, sur la construction de ce besoin. Et malheureusement, au milieu de tout ça, il y a certaines personnes qui abusaient un petit peu de leur position ou inconsciemment, avec leur ego, venaient un peu potentiellement écraser d'autres et ça n'allait pas toujours dans le sens du client. Donc, on commence à identifier ce type de crispation. Alors, on va avoir un peu le même problème côté technique. Donc, je vous ai parlé des deux architectes qui étaient là au début. On était dans une architecture microservice dès le départ, avec pas mal de nouveaux paradigmes à connaître. Et les deux architectes, on avait pas mal de questions à leur poser parce qu'on n'avait pas forcément tous fait l'architecture microservice. Donc, pas mal de questions. Et eux, en fait, se retrouvaient un peu débordés au départ parce que il y avait comme une grosse équipe de réalisation, plein de questions à leur poser. Et eux, de leur côté, ils avaient leur propre roadmap, on va dire, enfin, leurs propres actions à mener pour la partie déploiement et sécurité chez le client. Donc, pas mal d'échanges avec le client. Et on a eu du mal à avoir accès à leurs compétences et à ce qui nous explique un peu plus l'architecture microservice, toutes les questions un peu terre à terre qu'on avait nous au quotidien qu'eux n'avaient pas forcément vues au départ. J'ai également parlé de la dette technique. Là, on arrive un peu plus d'un an de développement, et elle ne s'est pas forcément arrangée, malgré la bande passante, ça n'a pas suffi. Donc, on a commencé à dire qu'il va falloir peut-être penser à mettre un peu plus d'action sur la partie dette technique. Donc, on a un peu, entre guillemets, appelé au secours. Et on a fait, au final, un bilan, une rétrospective de cette première année, histoire de voir ce qu'on pouvait améliorer dans l'idée d'agilité. On a appliqué du Scrum, donc on a fait une rétro sur l'année complète. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été remontées. Malheureusement, ça n'a pas été suivi d'action à haut niveau pilotage. On n'a pas été forcément très entendu. Du coup, ça ne va pas arranger cette dette technique et on va commencer en plus à avoir des divergences entre les architectes qui ne sont pas avec nous au quotidien et les devs qui, eux, ont la tête dans le guidon et qui se prennent de sprint en sprint ce qu'ils ont laissé par le passé ou qu'ils n'ont pas réussi à résoudre.
Donc voilà, en plus de ces petites problématiques, on a commencé à identifier avec les autres Scrum Masters des petites incompréhensions ou des petits couacs dans les pratiques agiles. Donc il y avait certaines petites choses qui étaient perverties. Donc on pourrait prendre quelques exemples, hein. On avait côté éditeur logiciel un héritage de culture d'entreprise qui avait une sorte de prime pour les développeurs indexés sur le taux de réussite d'un sprint. Donc le taux de réussite, c'était identifié sur le pourcentage de complétion de ce sprint. Ça va un peu en contradiction avec le droit à l'erreur qu'on pourrait s'autoriser. C'est une estimation qu'on fait en début. Donc il faut s'autoriser à avoir des erreurs. Et aussi, il y avait une autre indication, donc dans l'équipe fonctionnelle, je parlais tout à l'heure de crispation, il y avait un indicateur de vélocité qui avait été entendu comme un indicateur de productivité. Malheureusement, c'est aussi des choses qui viennent un peu en contradiction avec les termes de l'agilité. Et c'est des choses qui ont venu un peu mettre la pression un peu aux équipes parce que les PO, les proxys PO, les relais du PO au sein des équipes étaient fortement challengés pour injecter de plus en plus de contenu dans les sprints. Et tente de dire qu'ils se dit, l'agilité, on va améliorer notre productivité, donc on va améliorer notre vélocité, ce qui n'est pas forcément le cas. Et les développeurs qui avaient cette pression en fin de sprint, il faut absolument livrer parce que sinon, j'ai pas ma prime à la fin de l'année. Donc, il y avait cette chose qui rentrait en contradiction, qui faisait aussi alimenter un petit peu cette dette technique. Et heureusement, le fait d'avoir une super ouverture à tous les niveaux nous a permis d'escalader un petit peu cette problème qui sortait un petit peu du cadre des équipes de développement. Et les pilotes nous ont mis à disposition un coach agile qui permet un petit peu de travailler, faire ce travail de fond avec le client pour l'éduquer, pour lui présenter un petit peu les choses, parce que tout le monde voulait faire les choses de la bonne manière, c'est juste qu'il y avait des incompréhensions, des méconnaissances. Donc là, on voit, voilà. Donc à la suite de cette première année, de cette deuxième année, au milieu de cette deuxième année, désolé, il y a eu un événement qu'on a tous connu. Nous, dans un premier temps, ça ne nous a pas forcément impacté. On travaillait déjà en environnement distribué, mais il y a eu le confinement. Donc, sachant qu'on travaillait déjà en environnement distribué, dans un premier temps, ça ne nous a pas forcément impacté parce qu'on avait déjà les réflexes que j'ai présentés tout à l'heure. Pour continuer à le renforcer, on a mis en place deux petites choses qui nous ont permis de réduire un maximum la boucle de feedback, à savoir une démo à 6 yeux. Donc, quand je dis une démo à 6 yeux, c'est que le développeur, à la fin de son développement, faisait un call Teams ou un autre logiciel, hein, je n'ai pas de part chez Microsoft, faisait un call et du coup, l'idée, c'était de partager son écran avec un testeur et un PO afin de lui présenter son travail. Le testeur pouvait apporter ses cas de test métier, on pouvait tester en live avec le développeur et voir si tout fonctionnait ou s'il fallait faire du rework. Et le PO avait de la visibilité sur ce qui était réalisé et pouvait recadrer en cas de besoin. Ça réduit un maximum la boucle de feedback et c'était vraiment très, très efficace. Un deuxième point, c'est entre développeurs, avant de livrer notre code sur les environnements de démo, de recettes, etc. Donc, on faisait des merge requests. Ces merge requests, l'idée aussi, encore une fois, c'est de se faire un call. On partage l'écran et avec la personne qu'on appelle, en fait, on fait les retours directs en live. Ça enlève aussi le froid du texte. On a tous connu des incompréhensions du froid du texte sur ces merge requests. Ça le coupe tout de suite. Parce que là, on discute vive voix et ça évite des tensions et ça fait gagner énormément de temps de synchronisation. Malheureusement, en parallèle de ça, donc j'ai parlé des crispations tout à l'heure dans l'équipe fonctionnelle, le fait d'avoir le confinement en plus n'a pas forcément aidé le coach agile dans ses manœuvres et il n'a pas pu inverser la situation avant que ça ne déborde et qu'une des personnes côté éditeur logiciel, un proxy du PO, parte en burn-out. Et puis, côté difficultés techniques, donc on avait toujours nos PI planning pendant le confinement. Donc là aussi, en échange Teams à distance, avec beaucoup de monde autour de la vidéo. Et les dettes s'étant accumulées, on a souhaité exposer ça lors d'un PI planning, histoire de résoudre ce problème. Malheureusement, dans ce qu'on avait fait, c'était dans un esprit de transparence qu'on nous l'avait inculqué au départ du projet. Ça n'a pas été reçu comme ça. Ça a été plutôt une douche froide pour le client et par les pilotes qui sont posés des questions. Et on va constater, suite à ce moment-là, une perte de confiance un peu généralisée. Le client qui se pose des questions vis-à-vis de son éditeur et les pilotes côté éditeur qui se posent des questions sur les équipes, qu'est-ce qui se passe, comment on a pu en arriver là.
Donc, histoire d'adresser ce sujet, l'équipe de pilotage côté éditeur logiciel va décider de mettre en place un PO dédié à la technique, histoire de résorber cette dette technique. En tout cas, c'était ce qu'on imaginait au départ. En fait, cette personne-là est un architecte qui a été promu PO technique et qui en fait a continué de s'occuper des problématiques d'architecture, de déploiement et de sécurité pour le client, mais avec sa casquette de PO technique. Donc en fait, la bande passante technique qu'on avait et qui ne suffisait déjà pas a été réorientée vers ces sujets-là. Donc, on a perdu la maigre capacité qu'on avait à résoudre ces sujets. Donc, ça ne va pas arranger nos échanges avec l'architecte devenu PO technique. Et la dette technique va continuer en plus d'augmenter. En parallèle de ça, on avait un processus de merge request plutôt ouvert, plutôt constructif, on va dire. Et là, la décision va être prise que finalement, il n'y aura que les tech leads qui auront le droit de revoir et de merger le code dans master pour, entre guillemets, une sécurisation des merge requests. Donc, on va avoir le même phénomène que pour les architectes, c'est-à-dire qu'on avait deux tech leads qui vont se prendre toute la charge de revue de code à faire, donc eux aussi débordés. Et forcément, quand on est débordé, on ne fait pas les choses de manière qualitative et donc ils vont faire de la revue de code très light. Et d'un point de vue développeur, on va recevoir un peu cette façon de faire comme une remise en question de notre travail, quoi. Donc ça va être un peu compliqué et voilà, on va vraiment constater une rupture entre dev tech lead et architecte de l'autre côté. Donc, en voyant aussi, en grandissant, en continuant à avoir du fonctionnel qui croît et des équipes qui croient, on commence à avoir un nombre de personnes assez conséquent sur le produit. Donc, Guillaume parlait tout à l'heure d'une équipe dédiée vraiment pour la technique. On a eu d'autres équipes qui sont venues quand même intégrer l'écosystème, donc une équipe un peu pour commencer à travailler sur la migration des données de l'ancien système vers le nouveau, et notre équipe pour la gestion de documents. Tout ça fait énormément d'équipes qui gravitent autour de ce produit et que ça nécessite plus de synchronisation. Donc, on avait mis en place 2 cérémonies supplémentaires afin de coordonner un petit peu tout ça pour un peu s'assigner à du Scrum of Scrum. Donc, la première était plus orientée point de situation pour apporter de la visibilité sur le travail de son équipe aux autres équipes. Et une seconde, sur laquelle je vais m'attarder un peu plus, c'était plutôt une sorte de forum de Scrum Master. C'est une très bonne pratique qui peut s'appliquer pas uniquement sur un produit, ça peut s'appliquer sur un service informatique, ça peut s'appliquer quand on est un prestataire, donc sur une agence, etc. C'est qu'en fait, on réunit tous les Scrum Masters ensemble et on discute de manière informelle avec le coach agile des problématiques du quotidien, comment on a essayé de l'adresser, si on a réussi ou pas, et comment ça se goupille. Et c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup, parce qu'on pense beaucoup, on s'attarde beaucoup sur le Scrum Master pour appliquer, pour aider un petit peu, faciliter un peu tout ça, mais on facilite rarement la vie du facilitateur. Et cette session-là était vraiment géniale dans ce sens-là. J'en garde un très bon souvenir, c'est vraiment quelque chose que j'aime appuyer. En parallèle de ça, on arrive à la fin de la 2e année. On avait dit tout à l'heure qu'au début, le temps estimé du développement de ce produit avait été identifié à 4 ans. Donc, on arrive à la moitié. Donc, l'idée, on a mis en place aussi quelque chose qui visait à challenger un petit peu le MVP qu'on pourrait entendre dans certains projets. Donc, se dire, qu'est-ce qui nous manque maintenant pour être utilisé en production sur ce produit? C'est assez intéressant de se reposer les questions régulièrement dans le cycle de vie d'un produit agile, parce que clairement, du coup, on a des besoins au début qu'on a identifiés, et pour pas partir dans le vieux mode « j'ai mon cahier des charges et je vérifie à la fin », sur des projets de cette envergure, c'est intéressant de se reposer régulièrement la question, de se dire « Ok, là, on a tout ça, qu'est-ce qui nous manque pour valider et utiliser en production ?» Donc, on arrive à la fin de la 2e année. Cette 2e année, on voit qu'on a pris pas mal de temps, d'énergie à s'occuper des problématiques assez organisationnelles, assez haut niveau, en oubliant quelques aspects du quotidien, et ça va nous péjorer par la suite. Comme je disais, il y a certains aspects techniques, justement, pas les choses qu'a présenté Guillaume, qui ont fait qu'il y a certains bouts de code qui avaient tellement évolué, tellement complexes, et une telle technique et fonctionnelle, parce qu'on a du code métier au final, qui fait qu'on a presque perdu la main sur ces bouts de code.
Et ces choses-là, ça faisait qu'on avait une stabilité de l'application qui était un peu volatile à certains moments. Et justement, à cette période-là, on est arrivé donc à une étape où le contenu de la release qu'on avait démontré tout le long de la release n'était pas assez stable pour être mis entre les mains des utilisateurs pour réaliser les tests UAT. Donc, d'un commun accord, là, c'est ce genre de décision qu'on prenait de manière très collégiale. Tous les membres qui gravitaient autour du produit, on montrait tout à l'heure, Guillaume, tous ceux qui sont du côté éditeur logiciel et RDS, on s'est dit, là, on n'est pas capable d'assurer ces UAT, on va leur, de manière transparente, on dit aux utilisateurs qu'on n'est pas capable de les assurer et on prend un peu plus de temps pour stabiliser. Je parlais tout à l'heure du plan produit qui visait un peu à rechallenger les besoins. Il s'est écoulé pendant cette période-là et la personne qui portait ce plan produit, à savoir le project leader côté éditeur logiciel, avait réussi à avoir une rallonge budgétaire pour atteindre le scope nécessaire pour arriver en production et être utilisé. Donc, on avait fait assez pour leur donner envie d'aller plus loin. Et c'était nécessaire de remettre un petit peu de sous dans la tirelire. Malheureusement, le fait est que l'annulation des UAT est arrivée quelques semaines, quelques jours après cette rallonge budgétaire. C'est quelque chose qui est très mal passé. Ces deux choses corrélées qui n'avaient aucun rapport à la base sont télescopées et ça a eu une réaction assez dramatique, une suite assez dramatique qu'on va vous exposer. Donc, la personne qui avait porté ce plan produit côté éditeur logiciel est partie en burn-out parce qu'il y a un freeze, il y a un stop net. Donc, le client a dit on arrête de payer, on se pose 2 secondes et on voit qu'est-ce qui a mal fait. On n'a jamais il n'y a jamais eu la question de se dire c'était stop définitif. L'idée, c'était de faire une phase d'introspection et que chacun de son côté regarde qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été mal fait et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans une optique de repartir proprement. Donc, dans ces décisions-là, on peut se poser la question, justement, pourquoi j'ai mis un cœur sur le départ du PO. Dans cette position-là, du coup, suite à ces réflexions-là, je parlais tout à l'heure des tensions qu'il y avait dans les équipes de conception. Il y avait beaucoup de problématiques de discussion, de posture et d'ego de la part d'une des personnes, et ça a été identifié et relevé pendant cette phase d'introspection. Et du coup, le PO côté client est parti, et l'éditeur logiciel a repris la main sur cette partie conception, et ça a été quelque chose, malgré le contexte qui a été entendu. Hop. Donc, dans ce mode un peu de crise, enfin, pas un peu de crise, la direction va changer de façon de faire et va commencer à vouloir montrer au client ou même démontrer au client qu'elle est capable de produire de la fonctionnalité malgré la dette technique et avec la rallonge budgétaire demandée. Donc, elle va vouloir mettre en place un design to cost, mais elle va faire du zèle sur le design to cost et va enlever pas mal d'éléments de qualité, de la documentation, des tests, on verra encore après. Et donc, on va vraiment gratter un maximum pour démontrer au client qu'on est capable de produire, histoire d'arrêter, entre guillemets, de lui faire peur. Et en parallèle de ça, comme on a eu des départs assez haut placés, et il va y avoir un besoin de réorganiser un peu les équipes, et aussi dans ce contexte difficile. Donc, on va fusionner les 2 équipes qu'on avait au départ en une seule. Et on va se retrouver du coup avec une équipe de 15-16 personnes en mode Scrum. Donc, ce qui va être très compliqué. On va garder les daily avec ce nombre de personnes, les rétros avec ce nombre de personnes. Ça va devenir vraiment très, très compliqué au quotidien. On va avoir un Scrum Master, enfin 10 Scrum Masters qui va venir d'un projet adjacent, histoire de piloter cette équipe. Donc, les Scrum Masters qu'on avait n'étaient plus Scrum Masters. Donc, vraiment, la défiance qui commence vraiment à se sentir dans les actions. En parallèle aussi de tout ça, l'éditeur logiciel va décider de réécrire un module. Alors jusque-là, pourquoi pas, sauf qu'il ne va pas en avertir le client. Alors que je dis un module, c'est un back-end. Il va vraiment cacher les choses. Donc là, je parlais de transparence, et Didier en a parlé aussi. Là, on perd vraiment la transparence. Histoire d'accélérer un peu encore tout ça, on va demander aux équipes de faire des heures sup et de travailler même le week-end. Donc, on va vraiment se retrouver dans un mode, en mode forfait, en marche forcée, donc une marche forfait,
Il n'y a plus d'agilité. Enfin, on va garder les termes, mais au quotidien, ça n'en sera pas. On a une équipe énorme à gérer, donc très, très compliqué. Et on va commencer à assister à du déstaffing, un turnover au sein des équipes, dont Didier et moi avons fait partie. Donc, c'est à partir de ce moment-là où nous, on va quitter le projet. On constate qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on fait, nous, au quotidien. On sent que le projet va dériver. Une partie des gendarmistes va également nous suivre. Et côté éditeur de logiciel, on va avoir des démissions qui vont commencer à arriver. Et donc tout ça, alors les gens vont être remplacés par un côté éditeur logiciel, mais ça va produire de la perte d'informations, de la perte de connaissances fonctionnelles et techniques, donc ça va vraiment pas arranger le projet. Les nouveaux arrivants vont avoir du mal à monter en compétences sur les fonctionnalités. Le passage de connaissances sera plus que léger. Donc, voilà, très difficile. On va rajouter ce déstaffing-là va vraiment provoquer une complexité au quotidien. Et je parlais des heures sup. Là, cette fois, on passe à un cran supérieur. On va demander de travailler le week-end et les jours fériés côté éditeur logiciel. Donc, une atmosphère vraiment difficile à maintenir et une fatigue des équipes au quotidien parce que ça n'a pas duré une semaine. Ça a duré des mois, quoi. Donc, vraiment un mode on court et sur le long terme. Le marathon, quoi. Sur la partie choix technique et de qualité, dans l'esprit de design to cost en mode ZEL, les tests automatiques vont au fur et à mesure être désactivés. Donc soit on va demander aux équipes d'arrêter d'en écrire parce que c'est considéré comme n'étant pas du code de production, ou alors quand ils se mettent à dysfonctionner suite à une évolution fonctionnelle, on va demander aux équipes de désactiver ces tests, de les mettre en commentaire et d'arrêter. Et la cerise sur le gâteau, on avait réécrit un module back-end précédemment. Là, on va choisir, quand je dis le pilotage côté éditeur logiciel, va décider de réécrire la partie front. Alors, dans les faits, effectivement, il y a besoin de réécrire le front. Par contre, là aussi, il ne va pas en parler au client. Donc là, c'est encore plus gênant parce que le front, c'est ce que l'utilisateur va voir et donc il va forcément s'en apercevoir. Et il faudra gérer cette chose-là, cet élément un peu surprenant. Donc, on s'est demandé avec Didier, c'est un peu la raison de cette présentation, comment ça se fait qu'un projet comme ça, avec plein de bonnes volontés, on puisse arriver à cet état au bout de 3 ans. Donc, sur ce projet-là, sur ce projet, c'est pas une science générale. Ce qu'on a constaté, c'est que de toute façon, l'agilité est au sein de tout un tas d'éléments, dont l'élément humain. Donc, on l'a vu pour la partie technique et la partie fonctionnelle, il y a de l'ego chez les gens, on a un vécu, on arrive avec nos connaissances, nos suppositions, et ça va infuser dans l'agilité. Donc, nos façons de faire un peu hiérarchiques par moment vont s'infuser dans l'agilité, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. On a également une partie de culture d'entreprise. Didier en a parlé sur la partie financière et objectifs à atteindre au sein d'un sprint. Sur la partie technique, il y avait aussi des éléments mis en transverse, quel que soit le projet au sein de l'éditeur logiciel, qui n'avaient pas forcément sens sur ce projet-là, donc pas de remise en question. Et tout un tas de choses comme ça, de la culture d'entreprise qui peuvent péjorer cette agilité quotidienne. À côté de ça, la partie financière fait également partie prenante d'un projet informatique. Mais là, on était vraiment dans un mode il faut sauver le projet. Et ce qu'on nous a fait comprendre à certains d'entre nous, en aparté, et pas forcément de manière très, très propre à mon sens, c'est qu'il y avait vraiment un risque pour l'éditeur logiciel de perdre ce projet-là. Donc on nous a mis la pression, c'est les fameuses heures sup travaillées week-end et jours fériés. Parce qu'il y avait un risque sur l'emploi, voire même sur la vie de l'entreprise. Donc là, l'agilité, on ne peut pas travailler dans ce mode avec une pression comme ça où on se dit si la release qui va arriver ne se passe pas bien, mon collègue, je ne le renvoie plus, ou je fais couler l'entreprise. Donc ça, c'est un mauvais calcul de discours aux développeurs. On n'a tapé que sur les développeurs, bien entendu, alors qu'il y avait quand même beaucoup de monde, vous l'avez vu au départ. Et le dernier point, qui nous a un peu surpris, ce sont les indicateurs qu'on avait. On avait une flopée d'indicateurs. Et malgré tout ça,
ben, on en arrive à un projet qui est très difficile au quotidien. Et en fait, il faut savoir pourquoi on met des indicateurs, ce qu'ils mesurent exactement. On avait une question à chaque PI planning sur notre confiance sur la release. Et au fur et à mesure, ben, cet indicateur s'est dégradé. Il n'y a pas eu d'action à haut niveau pour dire mais comment ça se fait que cet indicateur se dégrade, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on va pouvoir le relever? Pas du tout. On parlait de la vélocité qui avait été pervertie en productivité. Voilà, tous ces indicateurs-là, je n'ai pas parlé des indicateurs qualité, mais c'est un peu il faut savoir en fait ce qu'ils mesurent et est-ce que vraiment je vais vouloir en faire quelque chose ou pas. Si on ne veut rien en faire, bah, ça ne sert à rien de les mettre en place. En parallèle aussi un peu de tout ça, donc histoire pour finir un peu cette série de conclusions, c'est poser aussi les questions un peu inverses. C'est-à-dire que ce projet, il y a quand même énormément de belles pratiques qui ont émergé et c'est le fait, au fil de l'eau, de les perdre qui a fait qu'il y a eu cette descente un petit peu aux enfers. Donc on s'est un peu posé les questions, voir qu'est-ce qu'on avait, qu'on a perdu et qui a permis de favoriser un petit peu le fait que ça se passe bien pendant un temps. Donc, je reprends quelques-unes, mais il y en aura peut-être d'autres qu'on aura retrouvées au fur et à mesure de développement de ce produit. Donc, on a parlé tout à l'heure sur l'indicateur de vélocité, productivité. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'on a déjà bien parlé. L'agilité, c'est des êtres humains. On fait des estimations, on fait des provisions. Ça marche. Des fois, on a de bonnes surprises, des fois des mauvaises. Le plus important, c'est qu'on est des êtres humains. L'erreur est humaine, il faut s'autoriser l'erreur. C'est aussi un des buts de l'agilité. C'est que si on doit faire des erreurs, on les fait vite. Et on tourne et on travaille dessus pour pouvoir s'améliorer. D'autres points assez importants que je voulais apporter aussi, c'est l'état d'esprit. On essaye souvent de faire rentrer une brique, je prends un exemple par hasard, mais un Scrum ou une autre brique dans un écosystème qui n'est pas nécessairement agile. Là, l'agilité, c'est vraiment un mindset, un état d'esprit à tous les niveaux. Ça demande une implication du client, il faut qu'il comprenne pourquoi on l'implique. Que nous, on lui explique en tant qu'agiliste, qu'on les intègre, qu'on les accompagne, parce que comme tout le monde, comme nous, ils font des erreurs par méconnaissance, par des procédés qu'ils ne connaissent pas. Donc, notre rôle, vraiment, nous, entre agilistes, coach, Scrum Master, etc., c'est vraiment d'accompagner ces clients, de les guider dans les méthodologies, les outils, pour que le développement se passe bien. C'est plus compliqué d'intégrer une équipe de développement en phase de production dans un écosystème qui n'est pas agile, parce qu'en fait, au final, on est cerné de tous les côtés et on est vite limité. Autre chose de très important, je vais finir là-dessus, c'est on voit de temps en temps, vous avez beaucoup de travaux sur les thématiques haut niveau et sans forcément entendre les petits problèmes du quotidien d'une manière ou d'une autre. Hein, il y a des personnes qui s'expriment d'une manière plus forte ou plus faible que d'autres. Ça, des erreurs là-dessus, ça arrive tout le temps. Des centres de priorité, on se dit, bah là, la grosse priorité du moment, c'est ça. Il ne faut pas oublier les petits à côté parce que justement, sur une durée assez longue, tous les petits problèmes vont devenir des gros. Et du coup, ça, c'est vraiment une des grosses leçons. C'était de se dire, on écoute le quotidien et on le traite tout de suite, même si ça prend 5-10 minutes, mais il faut prioriser, mais il ne faut pas laisser dans l'oubli. Du coup, je vous remercie déjà d'avoir assisté à cette présentation. Et si vous avez des questions, des réponses, on va essayer de synchroniser entre les personnes présentes où il y a un micro qui va passer et les personnes qui sont à distance, qui seront relayées par notre organisatrice. Pour le moment, il n'y a pas de questions à distance, mais je vais amener le micro. Comme ça, on vous entendra même à distance. Il y a une question là-bas au fond. Oui, bonjour. Déjà, merci pour le partage. J'ai souffert avec vous tout au long du projet. Il y a un point qui ne ressort pas, moi, qui me paraît évident, mais je fais de la provoque, c'est quand vous annoncez dès le début qu'on est parti pour un projet de 4 ans sans possibilité de mise en production. Pour moi, il y a déjà le point de départ qui n'est pas bon. C'est-à-dire, j'ai trouvé ça bizarre qu'il n'y ait pas de volonté soit de lotir, soit d'insister sur une mise en production partielle. Parce que voilà, tenir 4 ans avec la même équipe projet, le même chef de projet, ça paraît juste illusoire en fait. Et je ne sais pas du coup si vous avez un retour à faire par rapport à ça ou si vous partagez ou pas mon avis. Alors, je partage ton avis, je ne vais pas forcément répondre à la place de Guillaume s'il y a un avis aussi, je partage le tien. L'idée, c'était ce qu'on n'a pas forcément exprimé parce qu'on est contraint de temps aussi, c'est que, comme tu dis, il n'y a pas forcément de production avant les 4 ans, mais il y avait des environnements justement d'intégration où les utilisateurs pouvaient jouer avec. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte avec le temps, justement durant cette phase d'introspection, que les utilisateurs, vraiment utilisateurs, à côté ceux qui vont utiliser le logiciel à la fin, n'étaient assignés que 2 heures par sprint sur le développement de ce produit.
Ça, c'est des choses, des décisions auxquelles on n'a pas assisté, mais c'est, je pense, ce qui a causé le fait qu'ils ne jouent avec l'application que trop tard. Parce qu'ils n'avaient pas la bande passante pour jouer avec. J'espère que ça répond à ta question. Il y a aussi le fait que dès le départ, moi, ça m'a surpris quand je suis arrivé sur le projet, il n'y avait pas ce souhait de mettre vraiment en production. On délivrait l'application, les utilisateurs pouvaient jouer avec, mais ils n'avaient pas forcément les données qu'ils utilisaient au quotidien. Il y avait bien un projet de migration des données, mais c'était vraiment pour dans 4 ans, quoi. Donc ça, moi, quand je suis arrivé, il y avait un truc sur l'agilité qui manquait. Alors, il y avait on l'a vu, hein, il y avait des éléments d'agilité qui n'étaient pas forcément là au départ, mais cet élément-là n'a pas été redressé avec le temps. Et bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment la cause du raté du projet, enfin du raté de cet état du projet, mais effectivement, ça peut faire partie de l'équation. Si tu mets le temps de pause au milieu de ton projet, enfin si tu lotis, hein, tu laisses cette possibilité de te reposer la question de comment tu reconstitues ton équipe projet, tout à fait, donner la possibilité de sortir pour certaines personnes du projet, etc. Alors, on a donné aux gens la possibilité de sortir ou ils l'ont fait d'eux-mêmes. Ok, merci. Donc, on a une question remote, avant s'il y a d'autres questions présentielles. La question, c'est qui avait proposé de faire le freeze du projet? Le client ou le coach agile ou quelqu'un d'autre? Alors, il n'y en a pas forcément accès à cette décision, mais après avoir discuté avec les personnes, parce que justement, au moment du freeze, étant dans les personnes qui participent à l'organisation, j'ai été amené à aller justement sur site pour essayer de faire des réunions de crise. Et c'est ce que j'ai compris, c'est que ça venait de la part du client. Comme on disait, le coach agile essaie de faire changer un petit peu les mentalités, etc. au milieu, et a malheureusement pas réussi à inverser cette situation. Donc c'est peut-être un peu facile de dire que c'est de sa faute, mais l'idée c'est de se dire que l'idée c'était vraiment côté client, ils se sont dit ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on négocie pour augmenter le budget du produit, et vous n'êtes même pas capable de livrer sur quoi on s'était engagé. Donc là sur le coup ça a été clair et net, ils ont dit on stoppe. Par contre ils ont toujours laissé la porte ouverte à une reprise, étant donné qu'ils avaient déjà investi une certaine somme. Bonjour, merci pour votre retour du coup et pour votre partage. J'ai 2 questions du coup. Une, c'est, je vois dans les slides, vous parlez que le forfait prenait dessus sur le projet, vous êtes parti sur l'agilité. Ce que je ne comprends pas, du coup, vous avez un périmètre qui a été figé, qui a été vendu sur les 4 ans. C'était un MVP en fait, mais un MVP dont on n'a jamais eu les bornes. Donc, un MVP flottant, quoi. C'était pas vraiment. Justement, c'était aussi la problématique, et ce qui fait que ça a glissé un peu dans le temps, c'est que, alors je sais pas à quel niveau, mais visiblement ça s'était engagé sur un scope, mais un scope post-it. Forcément, quand on discute avec le client, on grandit, on trouve des idées qui sont intéressantes à agrandir. Donc forcément, dès le début, ça peut pas coller. Du coup, vous avez une problématique, vous avez un périmètre et le client souhaite ajuster. Et logiquement, parce qu'on a l'agilité, il faut adapter le produit. Et à la fin, on avait quand même un périmètre initial qui ne bouge pas, mais on ajoute des choses en fait. Une des problématiques sur l'accompagnement de ce client dans ces méthodologies-là, c'est le fait de pouvoir challenger le scope en fonction du quotidien. J'avais juste une deuxième question. Je ne comprenais pas dans une slide, il y avait déstaffing et travail du week-end. Je ne comprenais pas qui a pris la décision de déstaffing du coup pour travailler le week-end. Alors, ça nous échappe aussi. Ouais, c'est ça, il y a des choses étranges. Il y a une dernière question, la dernière. On va nous insulter après. Merci pour votre présentation. Moi, j'ai beaucoup aimé le slide sur le déclin, parce que vous avez pris du recul et vous avez analysé. Et il y a un point qui m'a interpellé, j'aurais voulu avoir plus de détails, c'est sur la démo à 6 yeux, qui pour moi révèle un manque de confiance aussi de ce que peut produire l'équipe. Ça rajoute une charge implicite aussi pour tout le monde. Et finalement, je me demande pourquoi vous n'avez pas essayé de travailler en amont le besoin, de le formaliser plus, de travailler plus de ça. Est-ce que ce choix, du coup, il a été collégial, l'équipe qui a décidé de ce fonctionnement? Est-ce que ça a été imposé par quelqu'un, et si oui, par qui? Non, du coup, c'était vraiment collégial. C'était peut-être pas assez bien exprimé la chose, parce que tu ressens un peu comme une surcharge. En fait, le truc, c'est que oui, comme Guillaume l'avait présenté,
suite à ces événements, il y a une grosse perte de confiance mutuelle et tout le monde était dans le rush. Donc personne n'avait le temps de se coordonner, mais par contre, il y en avait besoin. Et le fait de se dire, au lieu de faire une phase de dev, où je vérifie mon code, une phase testing, une phase PO, où du coup, ton sujet il arrive à la fin du sprint, ou au sprint d'après, on centralise tout ça en 10 minutes, une demi-heure s'il y a besoin. Et en fait, tout le monde gagne du temps. Je te rejoins sur le côté de confiance. On ne devrait pas avoir besoin de faire ça. Mais en fait, du coup, dans un climat d'incertitude comme on avait, ça permettait justement de rassurer tout le monde et de gagner du temps. Ok, merci. Merci. À tous. J'étais curieux de savoir